Madame, Monsieur, bienvenue dans Vox News, votre rendez-vous quotidien de l'actualité sur Vox Africa. Au moins 5 personnes ont été blessées dans l'effondrement jeudi d'une partie d'un hôpital sud-africain. L'incident s'est produit dans l'un des plus grands établissements publics de Johannesburg, l'hôpital Charlotte Maxeke. Selon la ministre déléguée à la santé de la province du Gauteng, qui s'est rendue sur place, le toit d'une section proche de la maternité s'est écroulé alors que des ouvriers étaient en train d'y faire des travaux. Au bilan de 5 blessés annoncé par Gwen Ramokopa, la société privée de secours ER24 oppose, elle, un nombre de 10 à 12 blessés légers. Dans une tribune publiée l'an dernier, le principal parti d'opposition sud-africain, l'Alliance démocratique, avait déjà mis en garde contre des risques d'effondrement de certaines parties de l'hôpital Charlotte Maxeke. Les recherches de victimes se poursuivent suite à l'incident de jeudi, notamment à l'aide d'une unité canine. Pour faire leur travail d'imperméabilisation, les ouvriers ont estimé qu'ils devaient retirer des morceaux de béton. Et la manière dont ils les ont bougés, ils les ont en fait tirés et mis de côté au-dessus de la structure que vous voyez. Si vous vous asseyez là, le poids des blocs de béton exerçait une trop grande pression sur le toit et il s'est effondré. Il y a 5 blessés. 2 d'entre eux étaient des contractuels, 2 autres des patients et le dernier était un employé. L'équipe de secours travaille encore sur les lieux. Il y a eu, comme je l'ai annoncé, des chiens qui ont été amenés et l'évaluation jusqu'à présent a été négative. Mais l'équipe de secours continue de chercher à travers les décombres, réduisant les décombres pour s'assurer que toute personne qui pourrait être bloquée puisse être assistée. Les inondations qui frappent le Zimbabwe depuis le mois de décembre ont été fatales à au moins 246 personnes. Elles en ont également blessé au moins 128. Dans ce pays déjà durement touché par la sécheresse et une invasion de chenilles qui attaque les récoltes, le ministre des collectivités territoriales tire la sonnette d'alarme. Dans une déclaration publiée ce vendredi dans le journal d'État The Herald, Xavier Kasukuwere appelle à une aide humanitaire d'urgence. Tentes, nourriture, médicaments, couvertures et vêtements, le ministre demande à tous les partenaires du développement, au secteur privé ainsi qu'à la population de soutenir les victimes des intempéries. Les fortes pluies qui se sont abattues sur l'est et le sud du pays ces derniers mois auraient détruit 70 barrages et 2000 personnes auraient été déplacées. Après les effets de la sécheresse, aggravée par le courant chaud d'El Niño, ces personnes souffrent désormais d'inondations consécutives à La Niña, le phénomène climatique inverse est caractérisé par de fortes précipitations. Les services météorologiques ne prévoient pas d'amélioration dans les prochaines semaines et recommandent à la population de ne pas traverser les rivières en crue. Pendant qu'une partie des Zimbabwéens lutte encore contre les effets dévastateurs de la météo, leur président est annoncé en déplacement à Singapour pour des examens médicaux. Robert Mugabe, qui effectue régulièrement des voyages en Asie du Sud-Est pour y recevoir des soins, a rejoint Singapour quelques jours seulement après la célébration de son 93e anniversaire dans la ville zimbabwéenne de Bulawayo. Le porte-parole du plus vieux chef d'État en exercice au monde, et dont la santé est régulièrement l'objet de spéculations, précise que M. Mugabe subit des tests médicaux de routine et il devrait être de retour à Harare au début de la semaine prochaine. Pendant ce temps, au Zimbabwe, le rédacteur en chef et un journaliste du quotidien Newsday ont été arrêtés pour avoir écrit que le président Mugabe était en mauvaise santé. Ils seront présentés à une cour de justice samedi. 85 000 réfugiés nigérians vivant au Cameroun devraient regagner leur pays. Plus de 64% veulent y retourner si le gouvernement reprend le contrôle total. Près de 60% ne savent pas si ils reprendront leurs activités précédentes. Tout compte fait, les réfugiés nigérians rentreront, mais en cas de volonté personnelle. Et c'est dans ce cadre que jeudi dernier a eu lieu la signature d'un accord pour le rapatriement volontaire des réfugiés nigérians vivant au Cameroun. Étaient présents le représentant du Haut Commissariat pour les réfugiés au Cameroun, les autorités nigérianes et les ministres camerounais, au rang desquels le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, qui parle au nom du Cameroun en réitérant que le gouvernement du Cameroun continuera d'assurer la protection des réfugiés nigérians sur son territoire et ne ménagera aucun effort pour aider ceux qui souhaitent retourner au Nigeria conformément aux accords internationaux. En gros, pour le Cameroun, il s'agira de mettre en place les conditions nécessaires afin que ces personnes rentrent chez elles
en sécurité et dans la dignité. Toutes les parties ont convenu de fournir aux personnes souhaitant retourner chez eux des informations claires sur la situation dans leur zone de retour, en particulier dans les États de Borno, Yobo et Adamawa, dans le nord-est du Nigeria, afin de leur permettre de prendre une bonne décision. Déjà, selon les statistiques émises par le Haut Commissariat pour les réfugiés, dans les familles des réfugiés, près de 50% des époux sont réfractaires au retour. Et par conséquent, la volonté de retour est estimée à 71,4%. Le gouvernement nigérian accueille positivement cet accord. Et c'est au ministre nigérian de l'Intérieur d'affirmer: Le Nigeria est heureux de faire partie de cet accord parce qu'il souligne l'importance de travailler ensemble pour apporter une solution durable à la situation des réfugiés qui sont nos concitoyens. Cet accord conforte le Haut Commissariat pour les réfugiés sur sa volonté de travailler en étroite collaboration avec le gouvernement camerounais pour assurer la protection et l'assistance des réfugiés. Il n'y a pas meilleure place que chez soi. Ils sont ici certes bien traités, bien assistés par le gouvernement du Cameroun avec l'aide du HCR, mais à un moment donné, ils sentent le besoin de rentrer chez eux. Et je crois que les intentions qui ont été, donc l'enquête qui ont été menées par le HCR montrent à l'évidence que beaucoup d'entre eux souhaiteraient rentrer. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne pousse personne à rentrer. Ceux qui désirent rentrer le feront. À titre de rappel, ces 85 000 réfugiés nigérians ont fui l'insurrection de Boko Haram dans le nord-est du Nigeria. Et depuis, ils vivent dans la région de l'extrême nord du Cameroun. Un site internet mauritanien privé a diffusé jeudi une vidéo non datée annonçant la fusion de 3 groupes djihadistes sahéliens. Dans la bande publiée par l'agence Al-Akbar et également annoncée plus tôt dans la journée par l'agence Nouakchott Information, le chef djihadiste malien Iyad Aggali communique le regroupement de son organisation, Ansar Dine, avec 2 autres, Al-Mourabitoun de l'Algérien Mokhtar Belmokhtar et l'Émirat du Sahara, une branche d'Al-Qaïda au Maghreb islamique qui opère dans le nord du Mali. Le nouveau mouvement, dont le Touareg malien a pris la direction, est désigné comme Nosrat al-Islam wal Muslimin, qui pourrait être traduit comme groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Il a lui aussi prêté allégeance à Al-Qaïda. Au Nigeria, la ville de Maïdougouri a de nouveau été la cible d'un attentat du vendredi. Après celui du vendredi 10 février, dans lequel 8 soldats nigérians sont morts, puis celui du vendredi suivant, le 17, où 3 attentats suicides ont été déclenchés par les islamistes de Boko Haram, la capitale de l'État de Borno a cette fois-ci échappé au pire. L'attaque d'une station d'essence de la localité de Damboa a pu être déjouée par les secours. En dehors des 3 kamikazes, une femme et ses 2 enfants, aucune autre victime n'est à déplorer. C'est la 3e fois en moins d'un mois que Maïdougouri est visé un vendredi par des kamikazes, probablement affiliés à Boko Haram, très actifs dans la région. Restons au Nigeria où les compagnies pétrolières Shell et Eni sont inculpées pour corruption. L'agence anticorruption du pays a annoncé jeudi que les 2 groupes sont poursuivis dans le cadre d'un contrat pétrolier d'1,3 milliard de dollars, près de 810 milliards de francs CFA. Le groupe britannique Shell et la compagnie italienne Eni sont en particulier soupçonnés d'avoir payé des pots de vin d'une valeur de plus de 801 millions de dollars à des hommes d'affaires ainsi qu'à des politiciens nigérians, soit environ 500 milliards de francs CFA. 11 personnes sont mises en examen dans cette affaire qui porte sur l'attribution aux 2 entreprises en 2011 d'un bloc pétrolier offshore au Nigeria. Shell et Eni nient de leur côté tout comportement illégal. Si elles ont payé le gouvernement nigérian dans le respect de la loi selon les compagnies, elles assurent ne pas avoir été impliquées dans la décision du gouvernement sur la manière d'utiliser cet argent. La justice italienne a également ouvert une enquête dans la même affaire. Au cours de cette session de loi qui dure 3 mois, les débats risquent d'être houleux au sein de l'hémicycle de l'Assemblée nationale du Niger. L'opposition attend en effet de pied ferme le pouvoir sur la situation sociopolitique du pays. Une situation exacerbée par les scandales financiers, la crise sécuritaire et bien d'autres problèmes que l'opposition entend mettre à jour. Cependant, le président de l'Assemblée nationale, tout en saluant les efforts du président en matière de bonne gouvernance, il l'a exhorté à combattre l'impunité sous toutes ses formes. En matière de gouvernance, l'Assemblée nationale, certainement comme tous les Nigériens épris de justice, ne peut que saluer et encourager la détermination inébranlable du président de la République à combattre
et à vaincre l'impunité. Au nom de mes collègues députés, je l'exhorte à porter la guerre à la corruption. Il ne s'agit plus de punir quelques-uns pour l'exemple, mais plutôt de faire comprendre à tous que la Renaissance est porteuse d'un code d'éthique dans lequel nul nomenclatura intouchable, dans lequel la loi est la même pour tous, dans lequel il n'y a pas de petits larcins s'agissant des biens publics. Dans une récente sortie, l'opposition a déjà donné le ton. Elle a exigé l'ouverture d'une enquête parlementaire sur l'affaire dite Uranium Gate relative au transfert de 200 milliards de francs CFA dans un compte à Dubaï par le directeur du cabinet du président de la République de l'époque, aujourd'hui ministre des Finances. Facile de lire la consternation dans le regard de ces femmes commerçantes de médicaments de contrebande. Nous sommes à Djigoulet, au cœur du marché de Tantopa, à Cotonou. Sans un récent préavis, le gouvernement a lancé l'assaut simultanément dans toutes les grandes villes du pays. Ici, flics et militaires passent au peigne fin les étalages. Plus aucun comprimé ne doit rester dans les commerces de médicaments. Tout est ramassé puis entassé dans des sacs de chute avant d'être convoyé vers le site de destruction. C'est l'opération Pangea qui est à sa 9e édition. Ça fait 80 tonnes contre 4 tonnes en 2015. Et jusqu'ici, on a réussi à mettre la main sur environ 109 personnes. Cette opération est menée de commun accord avec les premières autorités sanitaires du pays. Le ministre de la Santé se veut plus explicite. Pour qu'un médicament arrive dans un pays, il doit normalement faire l'objet d'une analyse. Et si l'analyse est concluante, elle aboutit à une autorisation de mise sur le marché. Les faux médicaments entrent de manière frauduleuse, donc ne font l'objet d'aucune analyse. 8 ans après l'appel de Jacques Chirac lancé à Cotonou, le Bénin souhaite en faire l'acte à la parole aux grandes dames de la population. Si la pharmacie peut vendre au même prix, ou soit s'ils peuvent leur créer une pharmacie comme les autres, ça là, il n'y a pas de problème. Les faux médicaments tuent certes, mais la quasi-inexistence d'officines pharmaceutiques dans tous les coins du Bénin sera aussi source de mortalité à une échelle inquiétante. L'offre de logements abordables présente des contraintes dans les pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA. Et c'est ce qui justifie la tenue au siège de la Banque ouest-africaine de développement à Lomé d'une rencontre pour des réflexions sur le financement du logement abordable en Afrique de l'Ouest. Le financement de l'habitat a un effet d'entraînement important sur l'activité économique, notamment en termes de création d'emplois et de redistribution de revenus aux entreprises et aux ménages. Malheureusement, les défaillances et dysfonctionnements du marché de l'immobilier dans notre sous-région, ajoutés aux contraintes de financement, limitent de beaucoup l'exploitation du potentiel économique et social du secteur. L'atelier de Lomé, organisé par la Caisse régionale de refinancement hypothécaire de l'UEMOA, vise à rechercher les meilleurs moyens de faciliter l'accès au logement des ménages à revenus modestes dans l'espace. Et c'est également une occasion pour l'identification des principales contraintes au financement du logement en faveur des populations à faible revenu. Une part dominante des populations de notre Union est exclue du marché de l'habitat décent. Des statistiques établies il y a seulement quelques années indiquaient que moins de 3% des adultes de notre espace communautaire bénéficient de prêts en cours ayant servi à financer l'achat de logements. Certes, l'autofinancement de construction n'est pas négligeable, mais cette situation tient entre autres à la faiblesse des niveaux de revenus d'une majorité des ménages, de même qu'aux conditions peu adaptées de l'accès au financement de l'habitat. Il est donc nécessaire d'explorer les mécanismes pour faciliter et dynamiser les outils régionaux intervenant dans le financement et le refinancement de l'habitat, comme la Caisse régionale de refinancement hypothécaire de l'UEMOA. Les résultats obtenus depuis lors confirment bien que l'approche régionale est la plus productive pour la promotion des initiatives structurantes pour nos économies. Et pour le président de la Banque ouest-africaine de développement,
Le financement de l'habitat a un effet d'entraînement important sur l'activité économique, notamment en termes de création d'emplois et de redistribution des revenus aux entreprises et aux ménages. En Côte d'Ivoire, le procès de l'affaire dite des disparus du Novotel se poursuit. La famille de l'une des 4 victimes, Stéphane Franz Diripel, a fait le déplacement depuis la France pour se rendre à Abidjan et assister au procès. Les proches du directeur de l'hôtel Novotel d'Abidjan, enlevé et tué le 4 avril 2011 avec 3 autres personnes pendant la crise post-électorale ivoirienne, espèrent que les auditions permettront de savoir où le corps de M. Diripel a été enseveli afin de pouvoir faire leur deuil. Commencé le 21 février dernier, le procès doit se poursuivre mardi avec la confrontation des accusés, 10 hommes parmi lesquels figurent 8 militaires ivoiriens. Nous souhaitons vivement que l'on nous dise où les corps ont été ensevelis et surtout, comme je l'ai dit à la presse précédemment, je voulais savoir qui avait donné l'ordre d'aller chercher les otages au Novotel. Pour ça, nous n'avons encore aujourd'hui aucune réponse. Nous espérons qu'à l'occasion de ce procès, un peu de courage, un peu d'humanité fera que certains, pour cette famille qui attend depuis si longtemps des réponses, accepteront de donner des informations sur le sort précis qui a été réservé à Stéphane Franz Diripel. Si on est là aussi, c'est pour rappeler que Stéphane aimait profondément l'Afrique. Il aimait l'Afrique, il aimait profondément les Africains. Et les respectait. C'est très fort et très important pour nous. Un niveau de relation jamais atteint, c'est la description de l'issue de la rencontre au Sénégal entre le président Macky Sall et son homologue gambien Adama Barrow. Lors de sa visite à Dakar, le nouveau chef de l'État a engagé la relance de la relation entre les 2 pays voisins. Principaux objectifs, favoriser la paix et lutter contre les trafics dans le sud sénégalais, trafic de bois et de drogue notamment, qui causent l'insécurité et la destruction de la forêt casamançaise, selon le président sénégalais. Les 2 chefs de l'État se sont également engagés à finir la construction d'un pont sur le fleuve Gambie, un projet vieux de plusieurs décennies. La présidence sénégalaise a annoncé une nouvelle dynamique entre les 2 États gambiens et sénégalais, aux relations politiques historiquement compliquées, mais dont les populations restent proches. Macky Sall et moi sommes jumeaux et nous ne voulons pas nous arrêter là. Au niveau ministériel, les citoyens de ces 2 pays doivent agir comme des jumeaux. Et cette coopération entre le Sénégal et la Gambie sera portée à un niveau jamais atteint auparavant. Tout ce qui peut nous rapprocher par des accords de coopération dans les secteurs d'intérêt commun, nous l'avons dit, sera renforcé et nous ferons en sorte que la Sénégambie des peuples soit aussi la même réalité que nous vivons au niveau des États. Donc si nous pouvons organiser la concertation entre les 2 États, entre les acteurs, nous pourrons arriver à assainir le secteur du bois et donc permettre une activité licite qui pourra se développer sous contrôle des gouvernements. Nous sommes prêts à signer un accord sur la sécurité entre la Gambie et le Sénégal. Nous pensons que ces 2 pays sont similaires. Le président va accompagner le Sénégal dans la recherche de paix en Casamance. Le Sénégal veut la paix, il ne veut pas la guerre. En République démocratique du Congo, la coalition qui regroupe la majorité des partis d'opposition a un nouveau chef. Comme annoncé par le député Délicé Sanga, les 9 plateformes qui composent le Rassemblement ont désigné Félix Tshisekedi comme leur président. C'est donc le fils de l'opposant historique Étienne Tshisekedi, décédé le 1er février, qui incarne désormais la restructuration de la coalition. L'objectif du Rassemblement, relancer les discussions sur l'application de l'accord de cogestion de la République démocratique du Congo signé avec le pouvoir. Autre nomination, celle de Pierre Lumbi, désigné président du comité des sages. Il assumera dans le cadre de la mise en application de l'accord du 31 décembre les fonctions du président du Conseil national de suivi de l'accord. L'Ouganda et l'Éthiopie discutaient jeudi à Entebbe de la mise en œuvre de l'accord de paix au Soudan du Sud, plus jeune pays d'Afrique et en proie au chaos depuis décembre 2013.
Le Premier ministre éthiopien Ato Haile Mariam Desalegn et le président ougandais Yoweri Museveni se sont entretenus dans la capitale ougandaise afin de mettre en place les conditions de l'application de l'accord signé en 2015, notamment par l'IGAD, l'autorité intergouvernementale pour le développement en Afrique de l'Est. Avec l'IGAD, nous avons dirigé ce projet contre tous les pronostics et nous avons fait preuve de solidarité pour parvenir à une paix durable au Soudan du Sud. Et l'accord historique a été signé sous les yeux des dirigeants sud-soudanais. Nous devrions travailler très étroitement ensemble pour mettre en œuvre l'accord de paix déjà signé et espérons-le avec la visite actuelle du président du Soudan du Sud en Éthiopie. Nous avons discuté en détail pour savoir comment rendre le dialogue national plus inclusif, comme cela a été stipulé dans notre communiqué, afin que l'Ouganda et l'Éthiopie, en tant que pays piliers, puissent appuyer ce processus. Shetani, l'un des braconniers les plus célèbres d'Afrique, vient d'écoper de 12 ans de prison en Tanzanie. De son vrai nom Boniface Matthew Mayango, le criminel avait échappé plusieurs fois à la police tanzanienne. Il avait finalement été arrêté en octobre 2015. Shetani, qui signifie le diable en swahili, avait été retrouvé en possession de 118 défenses d'éléphants d'une valeur de $860 000, un peu plus de 530 millions de francs CFA. Le braconnier a notamment fait l'objet d'un récent documentaire produit par l'acteur américain Leonardo DiCaprio, The Ivory Game. Le film tourné en secret révèle le monde obscur du trafic et du blanchiment d'ivoire, ainsi que le braconnage des éléphants. Au nord du continent africain, le procès de l'ancien président égyptien Hosni Moubarak a livré son verdict jeudi dans la soirée. C'est un acquittement définitif cette fois dont a bénéficié M. Moubarak, qui avait été condamné à la prison à vie en juin 2012, avant que la justice égyptienne n'ordonne un nouveau procès. En novembre 2014, un autre tribunal qui le rejugeait avait finalement ordonné l'abandon de ces accusations, mais le parquet avait introduit un recours en cassation. Jeudi, la Cour de cassation a donc finalement confirmé l'abandon des charges à l'encontre du président déchu en 2011 après 30 ans de pouvoir. Hosni Moubarak, âgé de 87 ans, avait notamment été accusé d'avoir incité au meurtre des manifestants pendant la révolte égyptienne de 18 jours qui a précédé son déclin. Environ 850 personnes avaient été tuées dans des affrontements avec la police. L'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime a présenté jeudi à Dakar, au Sénégal, un rapport sur la consommation des drogues dans le monde. Fait notable concernant le continent africain, il compterait de plus en plus de consommateurs. Le représentant de l'ONUDC pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre a également déclaré que le pourcentage de consommateurs de cannabis en Afrique est actuellement considérablement plus élevé que dans le monde. Il y a de plus en plus de consommateurs de drogue en Afrique en général. Les politiques changent, ce qui fait qu'on arrive à prendre en considération à la fois la partie réduction de la demande et réduction de l'offre. C'est pour ça que le CEPIAD, ce centre qui travaille justement sur les addicts au Sénégal, aurait été quasiment, je dirais, impossible il y a peut-être 10 ans. Et maintenant, il existe et, je dirais, malheureusement, il rencontre un franc succès. Un mot de cinéma à présent. Alors que le Burkina Faso accueille l'un des plus importants festivals du film africain, le FESPACO, les travailleurs de l'industrie du 7e art estiment qu'il reste encore beaucoup à faire pour aider le cinéma africain, en particulier celui d'Afrique de l'Ouest. Pour l'actrice malienne Maïmouna Hélène Diarra, les difficultés du cinéma en Afrique sont d'abord d'ordre financier. Celle qui a tourné avec les plus grands metteurs en scène africains, du Sénégalais Ousmane Sembène au Malien Cheikh Oumar Sissoko et en passant par le Mauritanien Abderrahmane Sissako, le FESPACO est une fenêtre ouverte sur les artistes du cinéma et de la télévision. C'est aussi une tribune pour trouver les financements de projets cinématographiques. Du point de vue cinéma, il y a un régressement. Et ça, je n'attribue pas ça aux réalisateurs, ni aux comédiens, ni aux techniciens. C'est un problème de financement. Un film est lourd. Un film, c'est très lourd. Faire un beau film maintenant, tu ne vas pas engager plus de milliards pour faire de beaux films. Et avant, on était appuyé, les films étaient appuyés par l'Union européenne. Mais je pense que les partenaires ont baissé les bras. C'est laissé à nos pays. Est-ce que les pays
sauf quelques-uns, sauf quelques pays, ont la capacité de prendre un film en charge. Je pense que non. Démarré le 25 février, le 25e Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou s'achèvera dimanche 5 mars au Burkina Faso. Parmi la multitude de films africains présentés aux professionnels et au public, en compétition ou non, figure Woulou du franco-malien Daouda Coulibaly. Lors de sa projection, le film a fait salle comble. Son histoire, l'ascension d'un trafiquant de drogue sur fond de maux qui frappent le Mali. La violence, les groupes djihadistes, la corruption, le chômage, la prostitution, la pauvreté ou encore le népotisme. Cette grosse production de genre thriller a bénéficié de fonds européens. La critique s'accorde à dire que Woulou est l'un des films les plus réussis du FESPACO 2017. C'est un film sur une partie de la jeunesse africaine qui n'a pas eu accès à l'éducation, qui a des difficultés à trouver des emplois et qui, quand elle trouve des emplois, ce sont des emplois très mal payés, très difficiles à accomplir, donc qui est susceptible d'être tenté par les sirènes du trafic de drogue. On a eu une attaque, un attentat au Radisson et donc les conditions de sécurité étaient plus assurées pour une équipe de tournage aussi importante que la nôtre, avec des étrangers et ça posait un problème d'assurance aussi, donc on a délocalisé une partie des scènes qui devaient être tournées au Mali, on les a délocalisées au Sénégal. La crise est multidimensionnelle, il faut combattre ces gens sur le terrain, il faut essayer de les repousser, mais c'est pas si on ne leur coupe pas leurs moyens de financement, il y a de grandes chances que leur groupe se reforme ailleurs, comme on est en train de le constater. La principale inquiétude, c'est que ça porte préjudice à la sécurité du pays. Il y a maintenant toute une partie du territoire qui est difficile à gérer, on va dire ça comme ça. Et donc, si les gens qui déstabilisent cette région ont les ressources pour le faire, c'est parce qu'eux aussi ils profitent de ce trafic. Ils y sont soit associés, soit ce sont eux-mêmes les organisateurs. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Rendez-vous lundi pour un nouveau journal Vox News. Bonne fin de semaine sur Vox Africa.